Bienvenue dans cet amphithéâtre. Je vais vous donner le programme de notre 8e événement de ce type. D'abord, un accueil par le président du Rotary Club de Fontainebleau et Jacques Ebel, directeur de l'INSEAD. Ensuite, nous aurons une explication de Claude Guerrier sur le sens et le pourquoi de cet événement pour des bourses. Ensuite, Jean-Louis Dessalle, qui nous vient du plateau de Saclay, nous expliquera tout sur l'intelligence artificielle. Nous remettrons 2 chèques, et c'est Marie-Emmanuelle Lavanant qui officiera à 2 boursières entourées du corps enseignant correspondant. Nous aurons ensuite une petite conclusion du gouverneur Pierre Hagman. Et je remercierai tous ceux qui ont contribué à cet événement. Michel Brunet, président du Rotary Club. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous recevoir à Fontainebleau, en particulier à l'INSEAD dans le Grand Amphithéâtre. Et surtout remercier M. Jacques Bell pour cette 8e édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cet accueil avec les présidents de clubs voisins, qui sont Milly-la-Forêt, Montereau, Moret-sur-Loing, Nemours et Provins. Bonsoir, bienvenue à l'INSEAD. Merci, Monsieur le Président, de ces remerciements. Mais c'est effectivement, grâce à Denis, la 8e édition qui se déroule ici et on est toujours ravis de vous accueillir. On accueille cette année plus de 1000 étudiants MBA. Les programmes de formation continue ont repris là depuis plusieurs semaines déjà, depuis septembre. On a plus d'étudiants que d'habitude sur le campus de Fontainebleau pour une raison liée à la pandémie, puisque le campus de Singapour n'a pas pu accueillir autant d'étudiants que d'habitude, dans la mesure où les conditions sanitaires restrictives et donc d'entrée à Singapour pour nos étudiants étrangers ont été très strictes et donc n'ont pas permis à ce que tous les étudiants puissent rejoindre le campus de Singapour. Il y a à peu près 150 étudiants qui ont dû venir à Fontainebleau au lieu de démarrer à Singapour. On a toujours à peu près 1000 étudiants MBA par an. Les nouveautés à l'INSEAD depuis les dernières fois où nous nous sommes vus, c'est que nous avons maintenant un programme de Masters in Management qui s'adresse non pas à des étudiants qui ont déjà une expérience professionnelle, comme c'est le cas des MBA, mais à des étudiants qui terminent leur cursus universitaire. Et je vous souhaite une bonne conférence. Merci, Denis. Merci, Jacques. Et maintenant, je demande à Claude Guerrier, adjoint au gouverneur, de nous expliquer un petit peu le sens de l'événement. Bonjour à tous. Donc c'est avec grand plaisir que je vous revois ce soir. Donc je demanderai tout de suite au président ou à leurs représentants des clubs partenaires de venir me rejoindre. Je me présente, j'en profite pour me présenter. Donc je suis Claude Guerrier, je suis l'adjoint du gouverneur du Rotary, du district Rotary Est, Île-de-France et Oise. Et j'anime plutôt la partie sud 77. Pourquoi sommes-nous là? Le Rotary international rayonne dans le monde par ses actions emblématiques comme la lutte contre la polio, mais également, mais localement, les clubs agissent. Les 6 clubs qui m'entourent remettent 2 bourses étudiants méritants de lycées de la région. Cette action se fait en pleine collaboration avec les proviseurs des 12 lycées de ce sud Île-de-France et nous propose effectivement des candidats méritants et bien souvent nécessitants, ayant de beaux projets, bien entendu. Alors, une commission est constituée des membres du Rotary qui sélectionne par audition 2 lauréats sur la base de la pertinence des projets, des difficultés matérielles que peuvent rencontrer les candidats, de la volonté, bien sûr, de mener à bien les projets, de leur charisme et également de leur environnement familial. Et en parallèle, nous identifions ce que l'on appelle des référents à chacun des lauréats, de manière à suivre et à soutenir, le cas échéant, ces étudiants durant leur, j'allais dire leur scolarité, mais surtout leur vie étudiante. D'où viennent les fonds? Cette opération est financée par des dons de la part de sponsors vers la Fondation Rotary. Opération également financée par une subvention directe du district Rotary. Et enfin, un financement qui se fait aussi par les entrées de la conférence de ce soir. Donc, je vais vous donner des infos simplement sur les lauréats de 2019. Taous Bozetine,
donc qui est en 3e année de pharmacie et qui a effectué une formation complémentaire en biologie cellulaire et moléculaire. Clara Fichot, quant à elle, poursuit ses études d'infirmière en 3e année à Provins. Elle a fait des stages en chirurgie et également en psychiatrie. Alors donc, 2 bourses avec les soutiens de Optic Bride d'abord. Optic Bride, c'est Arnaud Ekin. Optic Bride rue Grande pour votre vision, une équipe extraordinaire. Merci Arnaud. Valérie Bordier et M. Thuot, Assurance Fontainebleau, sont également de généreux sponsors pour les assurances Aviva France et Abeille. Josette Ripoll, avec Altaïr. Altaïr est un organisme de soutien scolaire qui permet aux parents d'être rassurés sur le parcours de leurs enfants. Kiabi, à Nemours. Merci Kiabi, le don donc pour ces bourses. Brico Marché à Nemours et Montereau. BNP Paribas Fontainebleau. Et puis la Fondation Rotary, qui est managée par Philippe Roux. Alors maintenant, il me reste à passer la main à Jean-Louis de Salle. Alors Jean-Louis est né dans le Périgueux, je crois savoir. A fait des études brillantes. Il est rentré à l'école polytechnique en 1976, 12 ans après moi, jeune camarade. Et il a intégré l'école de Télécom Paris. Mais surtout, il a fait de la recherche dans tout le domaine qu'il va nous présenter. Il a eu son doctorat en 1983. Il a été ensuite directeur de recherche, donc cela consiste à encadrer des thésards sur des projets de recherche en 2008 à Paris 4. Il y a beaucoup de choses, si vous cherchez sur Internet Jean-Louis de Salle, vous trouvez plein de choses. Je vais résumer un petit peu. Il a surtout travaillé les notions de langage, l'origine biologique de nos langages, des langages des humains, et évidemment tout ce qui est informatique, intelligence artificielle, on a travaillé là-dessus. Hein. Rendez-vous compte, il y a 20 ans, qui pouvait imaginer que nous pourrions déjà avoir des traductions de toutes langues écrites, mais très prochainement, on pourra parler avec un Chinois ou bien un Sud-Africain, et on aura la traduction instantanée dans l'oreille. Il a aussi travaillé sur une théorie de la simplicité. Alors en fait, c'était très simple pour lui, parce que j'ai noté que tu étais né un 1er janvier. Donc il n'y a rien de plus simple que de commencer par le 1er janvier toute une vie. Alors, il a fait des choses très originales dans ce domaine. Il nous en parlera peut-être un tout petit peu. Et puis, il a écrit un livre que vous pourrez acheter. Merci Jean-Louis, donc à toi la parole, à toi les écrans. Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureux d'être là ce soir et merci Denis pour l'invitation. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. Donc tu as dit que le livre, voilà, il y a pas mal de choses dans le livre qui sont un petit peu éternelles, j'espère, ou presque. Quand on dit éternel dans ce domaine de la technique, on espère que ça dure quand même pas mal d'années. Et effectivement, il y a des bouleversements sur l'intelligence artificielle qui sont chaque fois très récents. Je vais passer un peu de temps à parler de ce qui se passe en IA. Je dis IA. Si jamais j'emploie des mots du jargon qui ne sont pas compréhensibles, vous me levez un carton rouge quelque part ou jaune. J'essaie d'éviter. En termes simples, essayer d'expliquer un peu les derniers développements en intelligence artificielle dont nous sommes tous témoins. Je m'aperçois quand même que, notamment dans les médias, beaucoup parlent d'intelligence artificielle, mais parfois de manière très métaphorique, parce qu'on s'aperçoit que les personnes qui ont la parole ont souvent une vision très approximative de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors moi j'étais dedans depuis des années. Imaginez qu'il y a une dizaine d'années, à l'école des télécoms où je travaille, j'étais le seul à dire officiellement que je faisais de l'intelligence artificielle. Quelques années plus tard, nous étions 50, 52 je crois. Ça ne veut pas dire qu'on a fait 51 embauches. Ça veut dire simplement que c'est devenu extrêmement porteur et que tous mes collègues qui faisaient les uns du signal, les autres de l'image, les autres du big data, les autres des ontologies, tout ce monde-là s'est mis à dire, à juste raison, je ne leur en veux pas, qu'ils faisaient de l'intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu, je vais parler un peu d'IA, mais aussi Denis a
a sous-titré ma conférence en disant « Quel futur pour l'humanité ?» C'est un tout petit peu grandiloquent. Alors, évidemment, on pourra en parler. Moi, je suis prêt à en parler très volontiers. Mais on va rester un petit peu sur Terre pour l'essentiel. Mais je vais essayer de vous faire rêver un petit peu aussi quand même. Et une partie de ma conférence consistera à dire que l'intelligence artificielle telle qu'on la voit maintenant est vraiment très impressionnante. Et j'espère que vous le sentez déjà. Mais que ce n'est pas la fin de l'histoire du tout. C'est-à-dire qu'il y a des limites à ces techniques actuelles et que franchir ces limites demandera des progrès qualitatifs, quasiment impossibles à dater. Donc voilà, j'anticipe sur ma conclusion un petit peu. Allons-y. Donc, ça c'était il y a quelques années, notre ami Stephen Hawking, hélas décédé maintenant, le grand physicien nous avait dit que ça allait être la fin de l'humanité dans finalement pas très longtemps. On se dit, oulala, les physiciens, ils nous promettent la collision avec un trou noir, enfin, quelque chose du genre. Pas du tout. Hein, il nous a dit, c'est l'intelligence artificielle qui va peut-être signifier la fin de l'humanité. Se référant à des déclarations antérieures d'Elon Musk, et même Bill Gates, vous voyez, du beau monde quand même, d'une certaine manière, des gens en tout cas bien entourés, qui nous prédisaient la fin de l'humanité. Et puis, alors déjà à l'époque, moi j'étais amusé, je me dis, mais qui va prendre ça au sérieux? Et en tout cas pas les collègues, mais effectivement dans le public, certains l'ont pris au sérieux. Mais moi j'ai eu assez gré parce que l'affluence dans mes cours d'intelligence artificielle a terriblement augmenté. Je ne sais pas si c'est fortuit ou si c'est parce que les étudiantes de l'école des télécoms disent « Ah ouais, chouette, on veut en être ». Bon, peut-être. En tout cas, c'était concomitant avec un regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle. J'essaierai de vous dire que même si on ne peut pas exclure que ce qu'il dit est vrai, sur le plan très théorique, ça fait référence à la théorie de la singularité technologique, là, ce dont je suis certain, c'est qu'avec les techniques actuelles, vous pouvez dormir tranquillement, ça n'arrivera pas. D'accord ? Donc, il va falloir faire des progrès significatifs. Et ces progrès, personne ne sait les dater. Est-ce que ça sera l'an prochain, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans? Personne ne le sait. Alors, voilà un petit peu le plan de ce que je vais vous raconter. Je vais vous parler un petit peu des réussites récentes. Vous les connaissez, mais je vais mettre encore une petite couche. Au passage, en expliquant quelques techniques, mais vraiment avec les mains. Ensuite, les dangers de l'IA actuelle, vous en connaissez certains aussi, je vais en mentionner quelques-uns. Voilà. Et puis les dangers futurs, je vais être très rapide là-dessus. Mais surtout, il y a un point auquel je tiens pas mal, c'est de parler des limites de l'intelligence artificielle. C'est un peu ce dont je parle dans mon livre. C'est pas pour dire que l'intelligence artificielle actuelle, c'est nul. Au contraire, c'est miraculeux. Mais voilà, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre comme Stephen Hawking. J'essaierai de vous permettre de mettre un curseur quelque part sur ce qu'on peut attendre de l'IA et aussi en même temps ce qu'on ne peut pas attendre de l'IA en ce moment. Et puis à la fin, j'essaierai de vous parler de l'intelligence hors de la boîte. On verra, je fais une petite allusion au type de recherche que nous faisons. Allons-y pour les réussites récentes. Eh bien, pour les chercheurs, tout a commencé en 2012, où on a compris qu'une technique ancienne qu'on connaissait bien, alors c'était les réseaux de neurones. Je connaissais un peu tout ce qui était derrière ça, les réseaux de neurones profonds. Je vais rappeler ce que c'est. Bon, qu'est-ce que c'est? Je vais rappeler ce que c'est rapidement un réseau de neurones, mais juste pour rappeler ce qui s'est passé en 2012, c'est la première fois que cette technique passait à l'échelle. Passer à l'échelle, ça voulait dire on les fait fonctionner sur des vraies données et on produit des résultats utiles. Là, il s'agissait de reconnaissance d'images. Vous voyez mon écran probablement, et vous voyez que le système, à partir d'images, c'est-à-dire à partir des pixels, pas d'images pré-traitées, c'était vraiment les images telles qu'elles, à l'époque, elles auraient pu sortir de vos smartphones. La machine était capable de reconnaître ici un container, ici je sais pas, des champignons, et c'est une tâche qui n'est pas tout à fait évidente. Hein. Je crois que j'ai une diapo sympathique là-dessus, elle est là, voilà. Ce n'est pas une tâche évidente. Hein. Nous, on arrive à reconnaître, vous voyez qu'il y a des petits chiens, il y a des muffins. Bon, on est bons, nous, on est quand même bons, les humains. J'espère que vous voyez que sur la première rangée, c'est 2 et 4 qui sont les petits chiots, 1 et 3 sur le 1, 2 et 4 de nouveau, et 1 et 3 aussi. Voilà.
pas par hasard. Et voilà, on est bon, mais amener une machine à faire aussi bien que nous, eh bien, ça a été fait. Alors, depuis, il y a eu des progrès, mais voilà. Et donc, les techniques sous-jacentes, j'en avais entendu parler parce que j'avais une stagiaire qui était allée chez Yann Lequin. Yann Lequin a été un des 3 lauréats du prix Turing, qu'on présente comme l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Et mon étudiante, qui était, je dois dire, vraiment une des meilleures étudiantes que j'ai eues, étudiante, elle est très impressionnante. Quand elle était partie, bon, je vais vous faire une confidence, vous ne répéterez pas, mais quand elle est partie étudier chez Yann Lequin, faire des réseaux de neurones, je lui ai dit, mais en gros, je me disais dans ma tête, je lui ai dit, c'est très très bien, vas-y, vas-y. Mais dans ma tête, je me disais, quel dommage de gâcher un tel talent pour une technique has-been. Pour nous, les réseaux de neurones, c'était le milieu des années 90. C'était la fin des réseaux de neurones, plus personne s'y intéressait. À part quelques forcenés comme Yann Lequin. Et elle m'a ramené un rapport de stage où il y avait tout. Les auto-encodeurs, les réseaux à convolution, enfin, tout ce qu'on a retrouvé dans ce réseau-là. Et récemment, j'avais déterré son rapport de stage et j'avais vu qu'il y avait tout dedans. Donc j'étais informé, mais en 2012, j'étais comme les autres. J'étais extrêmement surpris que ça ait pu passer à l'échelle. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'un réseau de neurones? Qu'est-ce qu'un réseau profond? Un réseau profond de neurones, c'est simplement un réseau feed-forward, comme on dit, donc un réseau à plusieurs couches l'une après l'autre, où les connexions ne font pas de retour. Qu'est-ce que c'est que des neurones d'abord? Je vais vous dire un secret que vous pouvez répéter, c'est qu'un réseau de neurones ne contient pas de neurones. C'est une métaphore. Alors, dans l'histoire des réseaux de neurones, peut-être qu'il y a 2 ou 3 allumés, bon, j'en connais d'ailleurs, qui ont vraiment fait des réseaux de neurones avec des vrais neurones électroniques, des vrais circuits électroniques représentant des neurones. Mais ça ne représente rien. Tous les réseaux de neurones sont des réseaux de neurones où, en fait, les neurones sont simplement... la seule chose qu'on peut appeler neurone, c'est un emplacement dans la mémoire de l'ordinateur. Évidemment, c'est simulé. Mais la métaphore vient des neurones du cerveau, une métaphore assez lâche. Hein. Si on avait un biologiste dans la salle, il serait en droit de protester en disant « mais non, mais le cerveau, le cortex, ça ne marche pas du tout comme ça. » Il a raison. Elle a raison. Ok, mais ça ne fait rien, c'est une métaphore et elle marche, donc ça donne une légitimité. Et avec ça, au début, on ne savait pas faire des réseaux à beaucoup de couches. Tout le monde savait qu'il fallait mettre beaucoup de couches, mais ça ne marchait pas. Et le génie de Yann Lequin et d'autres, ça a été de trouver un moyen de faire fonctionner ces réseaux avec beaucoup de couches. Et ça marche, c'est vraiment impressionnant. À l'époque, ce réseau-là avait 60 millions de paramètres à fixer. Vous imaginez qu'il fallait beaucoup de données pour préciser la valeur de 60 millions de paramètres. On trouvait ça gigantesque et ils avaient utilisé d'ailleurs des processeurs graphiques qui venaient des Game Boy ou des consoles de jeux de leurs enfants. Et c'est eux ça qui leur a donné l'idée, mais que ces processeurs graphiques qui sont faits pour gérer les images, la réalité virtuelle, etc. Ils ont dit, mais on pourrait les utiliser pour faire nos calculs. Et ainsi, en 2012, c'est comme ça qu'on est passé à l'échelle. Pour vous donner une idée, GPT-3, ou même pas, j'oublie toujours son nom, là, le système de Microsoft et Nvidia qui est sorti il y a 2 semaines ou 1 semaine, celui-là, il fait 620 milliards de paramètres. Donc on a gagné un facteur 1000. Que j'ai dit 60 millions, 600, un facteur 10 000. Bon, il faut presque une centrale nucléaire pour alimenter le réseau pendant son apprentissage. Mais une fois, ils ont chiffré, et ça compte, rien que la facture d'électricité, mais c'est des dizaines de millions d'euros. C'est de la folie. Hein. Mais c'est le résultat, une fois que c'est fait, une fois qu'il est entraîné, on peut l'utiliser. Voilà. Alors, moi je vais vous citer 2-3 réalisations qui m'impressionnent. Celle-là, elle est récente, elle est sortie cet été, je crois. Il y a une date, là, quelque part, 22 juillet. C'est AlphaFold, donc c'est DeepMind qui a sorti ça, qui a résolu un problème qui nous concerne tous, parce que cette réussite va impacter la recherche en médecine. On pourra peut-être dire un jour qu'il y avait avant et après AlphaFold. Qu'est-ce que a réussi ce programme? C'est d'arriver à prédire la conformation des protéines
la conformation en 3 dimensions des protéines en connaissant leur séquence. Donc ça fait très longtemps qu'on connaît la séquence des protéines, ça fait plus de 20 ans puisqu'on a séquencé l'ADN humain depuis 20 ans, mais ça ne nous dit rien sur leur fonction chimique, parce que pour ça, il faut avoir la conformation 3D. C'est un problème réputé insoluble, ou plutôt, il fallait une thèse d'étudiant pour faire une protéine. D'ailleurs, quand c'est sorti, ils ont interviewé une jeune femme qui disait, ben oui, je suis en dernière année de thèse, j'avais élucidé la structure de la protéine dont j'étais chargé d'élucider la structure, et ben, c'est sorti, AlphaFold est sorti, ma protéine était dedans, j'ai vérifié, et je ne m'étais pas trompé. Mais en même temps, bon, j'espère qu'elle a pu soutenir sa thèse, mais il y a pas mal de travaux de thèse qui sont peut-être interrompus en cours de route ou réorientés, rien que par ce programme. Voilà. C'est très impressionnant. Ça, c'est un autre programme plus ancien qui permet d'annoter des photos. Donc, par exemple, en haut, vous voyez une femme en train de lancer un frisbee dans un parc. Voilà. Ici, c'est une petite fille assise sur un lit, bon, avec un teddy-bear, un ourson peluche. C'est impressionnant aussi, ça. Voilà un exemple. Qu'est-ce que j'ai pris comme autre exemple? Non, celui-là, je vais le zapper parce que c'est trop long à expliquer. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, allez, je zappe un peu. Parce que je suis très bavard. Celui-là, il m'impressionne beaucoup. Encore, là, c'est OpenAI. Vous lui donnez un petit texte, genre un armchair, donc un fauteuil en forme d'avocat. Ça pourrait être un atelier de créativité. Faites-moi, voilà. Les humains, bon, il y en a peut-être qui instantanément ont l'idée. Moi, je ne suis pas très graphique, voilà, et je sais qu'il m'aurait fallu du temps pour produire bien moins bien que ça. Donc voilà ce que la machine est capable de sortir. C'est peut-être anecdotique, mais ça vous donne une idée. C'est passer d'un petit texte, une description. C'est l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on passait de l'image au texte. On passe du texte à l'image. Vous imaginez que c'est singulièrement plus compliqué. Et parce qu'il faut de la créativité. D'où l'idée que la machine est créative. Alors ça, c'est la première technique. Je vous en présentais 2 ou 3. La plus importante, hein, c'est l'apprentissage profond, le deep learning. Alors celle-là, c'en est une autre qui fait beaucoup parler d'elle aussi, ce qu'on appelle en français... Alors quand on veut traduire quelque chose de technique d'anglais en français, on va voir Wikipédia. Avant, on allait demander à l'académie. Maintenant, on regarde Wikipédia. On va sur la page en anglais. On clique sur French ou français. Et on a ce qui est un peu le consensus. Donc le plongement lexical, c'est ce qu'en anglais, on appelle le word embedding. Voilà, donc plongement lexical, c'est dans vos vies quotidiennes, vous ne le savez peut-être pas. C'est un réseau de neurones aussi, pas du tout profond, il y a que 3 couches. Mais il est capable, en gros, il fait quelque chose de très simple. Il apprend, vous lui donnez un morceau de phrase, au début c'était 5 mots, 5 mots qui vont glisser sur un texte, hein. Donc une petite fenêtre de 5 mots qui glisse sur un texte. Et en gros, il essaie de prédire le mot central à partir de son voisinage. Les 4 autres mots. C'est tout ce qu'il apprend à faire. À quoi ça sert ce truc? Eh bien, ça fait que après, quand on examine la couche centrale, eh bien, elle est merveilleuse parce qu'elle a une interprétation géométrique d'après le sens des mots. C'est-à-dire que des mots dont le sens est proche vont se retrouver voisins dans un sens géométrique sur cette couche intermédiaire. Et vous comprenez pourquoi? Parce que si vous prenez 2 mots qui ont un sens proche, eh bien, vous pourriez les substituer dans les mêmes contextes. Donc, blanc et noir, finalement, vont être assez proches. L'exemple que je prends dans le bouquin, c'est orange et pomme. Mais orange et pomme, ils vont souvent apparaître après jus. Jus de pomme, jus d'orange. Alors, ça marche en partie, parce que vous pouvez dire orange, c'est une couleur, et pomme, ce n'est pas une couleur. Et oui, mais cette couche, elle n'a pas que 2 dimensions comme on ferait sur un papier, elle en a 300. Donc sur 300 dimensions, on peut s'arranger à ce qu'il y ait des choses voisines, d'autre part. Et le système, il fait ça automatiquement pour nous. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en entrée, on lui donne des textes, et qu'en sortie, l'interprétation de la couche intermédiaire, ça va être des proximités de sens. Donc nous, humains, quand on a des textes, on se refait une image. Hein, si je vous demande d'imaginer Charlie Chaplin sur un zèbre, vous faites une image. La preuve que c'est une image, c'est que si je vous demande si Chaplin était de face, de dos, de profil, ou si le zèbre était vers la gauche ou face à vous, en principe, vous êtes capable de répondre à la question. Vous êtes fait une image. Ce genre de machine ne fait absolument pas d'image, mais elle se débrouille autrement. Alors, elle ne construit pas le sens, elle ne représente que des distances entre sens. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose,
mais ça suffit pour beaucoup de tâches. Voilà, des distances entre les sens, ce n'est pas la même chose que connaître exactement le sens. Cette machine ne sait pas ce que c'est qu'un zèbre, mais elle sait que zèbre et cheval, ben, ce n'est pas si différent que ça. C'est déjà pas mal. Et ça permet de faire beaucoup de choses, notamment la traduction automatique. Vous êtes suffisamment ancien dans la salle, parce que parfois, quand on parle à des gamins, ils s'imaginent que la traduction automatique, ça a toujours été comme ça. Bon. Vous avez vu les sauts qualitatifs dans les dernières années, qui sont dus notamment au plongement lexical et à des parties de deep learning, maintenant on mélange toutes les techniques. Et cette technique-là, ben là j'ai pris le début de mon bouquin, là, le 2 décembre, je parlais de Stephen Hawking, hein, ça commence comme tout à l'heure, et là il me l'a traduit en anglais, et je n'ai pas grand-chose à retoucher de la traduction en anglais. Et vous avez tous utilisé, là c'est DeepL ou d'autres systèmes de traduction. Si je vous faisais avouer, je m'apercevrais que vous avez tous utilisé ces systèmes de traduction. Alors évidemment, ça marche bien entre des langues pour lesquelles le système a énormément de texte. Si vous voulez utiliser ce système pour des langues peu représentées, peut-être le basque, ça va peut-être être plus difficile pour l'instant. Voilà, là j'avais un exemple où ce système est capable même de créer des lexiques, des dictionnaires de lexiques, automatiquement. Si vous voulez, on en reparlera. Une version, alors ça c'est GPT-3, c'est une version hypertrophiée du plongement lexical, c'est ce qu'on appelle un transformer. Et il est capable, alors on dit qu'il a mangé tous les textes disponibles, au point que quand on veut le tester, c'est très difficile de trouver un texte qu'il ne connaît pas. C'est lui qui, alors lui, il a 176 milliards de paramètres, hein, c'est pas le record a été battu très récemment, mais il a tenu le record pendant plus d'1 an. Et il est capable de répondre à des... Alors, oui, alors c'est pas en accès libre, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment le tester, donc c'est un peu un aspect publicitaire, là, les concepteurs ont publié ça. Évidemment, ils ont publié des cas qui marchent bien. On verra tout à l'heure peut-être des cas qui marchent moins bien. Il est capable de dire combien de pattes a un crapaud, une grenouille. Eh ben, 4. Ouais, nous, on est obligé un peu de réfléchir. Si je vous dis combien de poumons a un kangourou, en général, on est désarçonné et on est obligé de réfléchir un tout petit peu pour dire 2, mais bon, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des animaux avec 3 pattes? Il est capable de dire non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que sinon, il tomberait. Voilà. Bon. C'est une théorie. Il est capable de dire des choses intéressantes. Il est capable de fabriquer du code. Alors, quand ça marche bien, il est capable de fabriquer du code informatique. Ici, ça doit être de l'HTML, donc du langage pour le web. Et alors qu'on lui a donné en entrée, on lui a fait une demande en langage naturel, on lui a dit, fais-moi quelque chose là, qui dit, voilà, welcome, voilà, bienvenue à ma newsletter, et rajoute un bouton, etc. Et il a fait un bouton. Ça, c'est un article écrit par GPT-3, publié dans le Guardian. De quand ça date, ça date, je ne sais plus. C'était cette année, ou l'an dernier. Et alors, j'aime bien la façon dont se termine l'article. Il dit je suis là pour vous convaincre de ne pas vous faire de bile. Hein. L'intelligence artificielle ne va pas détruire les humains. Croyez-moi. Voilà. Je ne sais pas si ça vous met en confiance. Okay. Alors voilà, non, ça, je ne vais pas en parler, mais c'est juste pour vous faire peur un petit peu. C'est l'architecture d'un transformer. Donc, c'est là qu'on a GPT-3 qui a été développé par OpenAI. Ça, c'est BERT, qui est très utilisé par mes collègues pour faire du langage naturel. Et le dernier dont je vous parlais, c'est le Megatron Turing Natural Language Generation, donc Microsoft NVIDIA, et c'est lui qui a, combien j'ai dit, 600 milliards de paramètres. Donc, c'est de la folie. Hein. Dans le monde, j'avais vu passer cet article qui était de quand? Je ne sais plus. 5 mai, voilà, c'est pas très vieux. Et il disait, alors je ne sais pas ce qu'il en est, qu'en France, on n'a pas de billets que les autres, on va copier ce qu'a fait DeepMind ou OpenAI, etc. Et on va, BERT c'était Google, OpenAI c'était GPT-3, et les autres c'est Microsoft et NVIDIA. Eh bien on va les copier, on va faire mieux qu'eux, etc. Bon, ça c'est simplement parce que la France est capable de payer une grosse facture d'électricité. Maintenant qu'on sait comment faire, il n'y a plus qu'à le refaire. Autre technique, oui, j'ai commencé par l'apprentissage profond. Deuxième technique, le plongement lexical.
Maintenant, je vous parle un tout petit peu de renforcement. Là, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2016? Ça a été médiatisé. Hein, c'était un ordinateur devenu champion du monde de Go. Et pour beaucoup de gens, c'est à cette date-là qu'on a pris conscience dans le grand public que l'IA était arrivée. 2016. C'était il y a 5 ans. Hein. On a l'impression que c'était il y a longtemps. C'était il y a 5 ans. Et il a battu le champion du monde de Go. Voilà, le champion du monde de Go dans un joli documentaire que je vous invite à voir, je crois, malheureusement qu'il est uniquement sur Netflix. Et on le voit avant, pendant et après le match. Au début, il dit « je suis confiant quand même ». Alors j'adore cette phrase « je ferai de mon mieux pour protéger l'intelligence humaine ». Ouais. Donc tous les espoirs de l'humanité reposaient sur lui. Après, ce qui s'est passé, il s'est passé le fameux coup 37, qui était très inattendu pour Lee Sedol, un coup voilà, apparemment enfin, incroyable. Et à la fin, il nous dit « je pensais qu'AlphaGo fonctionnait à partir du calcul des probabilités et qu'il s'agissait d'une simple machine ». Mais quand j'ai vu ce coup, j'ai changé d'avis. J'ai certain AlphaGo est capable de créativité. Ce coup-là était créatif et beau. Et il a du mérite parce qu'il s'est fait cramer par la machine. Alors, comment ça marche ce truc-là? Bah écoutez, j'ai le temps. Oh non, j'ai pas le temps. Non, le temps passe vite. Je sais pas, j'ai plus le temps. J'avais un petit programme que j'ai fait quand j'étais étudiant, qui reposait sur le même principe et qui est fait avec 3 bouts de ficelle. C'est le même principe, simplement AlphaGo a utilisé de la puissance. C'est une vieille technique, donc pour vous dire, c'était l'apprentissage par renforcement. Donc là, c'était juste pour vous montrer un jeu dans lequel vous prenez autant d'allumettes que vous voulez dans une... Exactement, il y a des connoisseurs. Ça a été popularisé par le film d'Alain Resnais l'année dernière à Marienbad. Voilà, donc ouais, moi je suis venu juste après, donc voilà, donc j'avais vu ce film, non, je l'avais vu, enfin en tout cas, et j'avais programmé une machine qui apprend, elle apprend au début, je m'étais dit, je vais la faire apprendre, bon là, j'ai apprendre contre moi, vous faites 10 parties, à la fin vous dites non, je vais jamais arriver, j'ai une idée géniale, je la fais apprendre contre le hasard, non, ça marche pas, parce que c'est tellement facile de gagner contre le hasard que la machine apprend les derniers coups, c'est tout. Et là, je marchais en rond. Quand je dis ça à mes étudiants, ils me disent bah, « c'est évident, il faut la faire jouer contre elle-même ». Bon, il m'a fallu une semaine pour avoir l'idée. Idée géniale, je la fais jouer contre elle-même. Là, j'ai la démo, mais je n'ai pas le temps. Et elle joue 300 parties contre elle-même et elle devient imbattable. Ça m'a beaucoup impressionné. Et à l'époque, je me suis plongé dans des abîmes de réflexion sur l'inné et l'acquis. Qu'est-ce qui est inné, acquis dans cette histoire? La machine découvre par elle-même la stratégie parfaite, sans aucun input. Je n'ai pas appris à jouer. C'est exactement ce qui se passe avec AlphaGo et AlphaGo 0. À la fin, la machine, le premier AlphaGo avait de l'expertise de joueur de Go. La deuxième version n'en avait pas. Elle est partie de rien et elle a tout appris sur le Go. J'en parle à peine, mais moi, ça m'a... Non, Watson, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. En 2019, février, ça m'a énormément impressionné. La presse n'en a pas parlé. C'était un programme d'IBM capable de soutenir, presque de gagner une joute oratoire. Vous savez, ces compétitions, je pense qu'à l'INSEAD, c'est beaucoup fait. À Télécom, on a des équipes qui participent à des compétitions. Il s'agit d'être convaincant contre une autre équipe qui donne le point de vue inverse et devant un jury. Et la machine est absolument incroyable. Elle disait des phrases comme, c'était à propos du financement des écoles maternelles, et pendant des décennies, la recherche a démontré que des écoles maternelles de qualité étaient le meilleur investissement des dollars publics, voilà, des phrases comme ça, incroyables. Et je me suis dit, mais ça y est, ils ont passé le test de Turing. Si vous avez vu le jeu de l'imitation, le film, vous savez ce que c'est que le test de Turing. Je me suis dit, ça y est, ils ont passé le test de Turing. Je vous jure, j'ai eu une sueur froide, ce qu'on appelle une sueur froide dans le dos, là. Je l'ai senti descendre le long de ma colonne vertébrale. Le test de Turing est passé, je ne suis pas au courant. Voilà, j'ai dit à qui je le dis, avant d'affoler tout le monde. Mais j'ai regardé comment c'était fait. J'ai fait un peu de rétro-ingénierie et je me suis aperçu que pas du tout, c'était quand même de la fouille de texte. Et donc les phrases que la machine sort, celle-là que je vous ai citée, je l'ai retrouvée dans un article sur le web 10 ans plus tôt. Donc la prouesse de la machine, ça n'a pas été d'être intelligent, ça a été d'intelligemment fouiller le web et d'enchaîner des phrases de manière, c'est pas rien, hein, à donner l'illusion d'une argumentation convaincante. Bien sûr, la machine ne comprend rien à ce qu'elle dit, mais elle a fait une argumentation convaincante. Je me dis que ça a beaucoup d'impact et IBM essaie de le valoriser
Par exemple, pour faire des jurisprudences ou pour faire des dossiers de presse ou des choses comme ça. Mais bon, c'est moins que ce que je croyais. Mais la presse aurait pu en parler davantage. Allez, j'en suis au danger des l'IA actuelle. Alors, je vais aller vite. Ah, tiens, quand même, ça, c'est les systèmes de reconnaissance d'images par apprentissage profond. Eh bien, on peut les hacker. On peut les hacker. À gauche, vous avez un school bus. Là je pense une perdrix, je ne suis pas pro. Hein. Ça, c'est un temple Khmer. Et la machine, correctement, identifie ça comme un school bus, une perdrix et un temple Khmer. Là-dessus, vous rajoutez un bruit. Pas n'importe quel bruit, un bruit calculé, quelque chose qui, pour la machine, sera un bruit. Mais évidemment, c'est une attaque. Donc, c'est quelque chose... Quand vous le superposez à l'image, vous voyez à peu près la différence. Vous dites en haut, c'est un school bus, une perdrix, un temple Khmer. Eh bien, pour la machine, dans les 3 cas, c'est une autruche. Une autruche. Parce que la machine ne reconnaît pas les formes comme nous. Et donc, il y a des gens qui ont imaginé des attaques. Vous avez un véhicule autonome qui reconnaît les panneaux, là, et puis vous collez un autocollant sur le panneau qui est semi-transparent. Nous, on ne voit pas la différence, on dit tiens, c'est un stop. Mais pour la machine, ça va être prioritaire. Oui, hacker. Donc, ça a été pas mal commenté. Ça, c'est, pardon, je saute. Ça, c'est, vous en souvenez peut-être, c'est Tai, c'était soi-disant un robot intelligent qui a été lâché sur Twitter par Microsoft, et que Microsoft a retiré au bout de quelques heures, parce que ce robot, ce chatbot intelligent, dit intelligent, a été trollé. Alors, j'ai perdu le son, c'est revenu. Il a été trollé, évidemment. Vous ne pouvez pas enlever leur principal jeu aux informaticiens. Quand ils ont vu que Microsoft, qui est l'ancien ennemi public numéro 1 des informaticiens, maintenant ils ont changé, ils ont balancé plein de choses qui étaient sexistes, racistes, nazis, tout ça, au point que la machine est devenue sexiste, raciste, nazie en quelques heures seulement. Et donc vite, ils l'ont retiré. Le Monde a réussi quand même à attraper. Maintenant, ça a été complètement retiré du web, mais il reste encore l'article du Monde. Alors après, il y a la question du biais. Alors là, je vais pas... Ça, vous en avez entendu parler. Vous savez qu'il y a des systèmes de prédiction de la récidive ou des systèmes qui vous accordent un prêt bancaire ou pas, etc., qui utilisent des techniques numériques, on va dire, et qui de plus en plus maintenant sont en train d'utiliser des techniques d'apprentissage profond. Alors, pour classer en gros les gens en 2 parties, hein, ceux qui ont droit au prêt, ceux qui n'ont pas droit, ceux qui vont faire de la récidive, ceux qui ne vont pas faire. Et on s'est aperçu que le système était extrêmement raciste aux États-Unis, puisque si vous aviez la peau noire, vous étiez récidiviste avec beaucoup plus de chances. Alors voilà. Et pourtant, la couleur de la peau n'était pas rentrée dans le système. Et alors, ils savaient parce qu'il y a des corrélations. Votre zip code, le fait que vous avez le beau-frère de votre tante a été incarcéré parce qu'il avait du shit, des choses comme ça, indirectement, faisaient que le système déduisait et se trompait. C'est-à-dire après, on a calculé qu'il était très injuste en surestimant la récidive, le taux de récidive pour les gens à la peau noire. Les gens à la peau noire, c'est officiel aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, vous avez pris l'avion pour aller aux États-Unis, on vous demande quelle est votre race. Donc, beaucoup de gens dans la salle seraient caucasiens. S'il y a des gens qui sont un tout petit peu basques ou au-delà, ils ne sont pas caucasiens, ils sont hispaniques, une race, la race hispanique. Je sais très bien ce que c'est. Et vous êtes classé comme noir si vous avez une arrière-grand-mère qui avait du sang africain. Et donc là, c'est officiel, les gens qui avaient la peau noire étaient classés comme récidivistes, alors que les gens qui avaient la peau blanche, le taux de récidive était sous-estimé cette fois. Parce que c'est facile, 2 ans après, on regarde si le système s'est planté ou pas. Et donc, ça a été... Alors, le réflexe, alors méfiez-vous de ça, le réflexe des ingénieurs, dont je fais partie, c'est de se protéger en disant, mais oui, mais non, mais mon système, il est parfait, il marche très très bien, c'est vos données qui sont pourries. Voilà. C'est parce qu'il y a des corrélations dans les données. Et ils ont raison, il y a des corrélations dans les données. Parce que la couleur de la peau est corrélée aux États-Unis au statut socio-économique et que le statut socio-économique est lui-même corrélé à la délinquance et à la récidive. Donc, voilà, à première vue, ils ont raison. De même que ces systèmes sont sexistes.
les systèmes de recommandation qui vous proposent des jobs, on a vu que si vous étiez une femme, toutes choses égales par ailleurs, vous rentrez votre profil, puis vous rajoutez « je suis une femme » ou « je suis un homme ». Eh bien, les jobs pour les hommes proposés sont mieux payés. Voilà. Alors, ils ont mis le biais dans les données. Il y a même un théorème merveilleux, là, qui est de Michael Cairns, qui dit que si vous débiaisez la machine, parce qu'on peut corriger les effets, vous créez un autre biais. Une espèce de théorème de conservation de la malédiction. Et donc, du coup, ils disent, ben voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, mais si, c'est que c'est par rapport, ce théorème n'est valide que par rapport à un type de technique. Hein, l'apprentissage profond, ouais. Le théorème, il est valide. Mais personne au monde n'a dit qu'on était obligé de fonctionner que comme ça. D'ailleurs, les humains, on a tous des réflexes, parfois, des préjugés, même des préjugés statistiques, hein, comme la machine, mais on les corrige en temps réel. On se dit, mais cette personne n'est pas voilà, comme ça. Je fais attention à ce que, quand vous êtes confronté en train de juger une personne, vous dites, quelle est sa différence? Et ces machines ne sont incapables de voir les différences ou la singularité des personnes, elles ne voient que les aspects standards des gens. Donc on vous met dans une boîte dans ces systèmes-là. Donc voilà, j'attire votre attention sur le fait que le biais dans la méthode n'est pas dans les données. C'est une excuse fallacieuse. C'est pas faux de dire qu'il y a un biais dans les données, mais dire qu'on ne peut pas le corriger, c'est la méthode qui ne peut pas le corriger. Voilà, je voulais dire ça. Après, ah oui, non, mais ça, j'ai vraiment pas le temps, mais c'est le Parcoursup anglais, ils ont vite arrêté parce qu'ils l'ont retiré, parce qu'en fait, si vous veniez d'un mauvais lycée avec 20 sur 20 partout, ben vous n'alliez pas à la fac. C'est peut-être que ça, parce qu'on notait votre lycée avant que vous notez vous. Et donc, ils l'ont retiré. Ça a duré à peine quelques semaines. Il y a le RGPD que vous connaissez tous. Et pourquoi je parle du RGPD? Parce que c'est quand vous avez le droit à une explication. Et moi, je suis un peu critique par rapport à ça, parce que les ingénieurs sont capables de vous balancer des explications en disant, ben voilà pourquoi. Et vous dites, ah bon, alors, ben d'accord. On vous refuse votre prêt bancaire, ben voilà, parce que patati patata. Et rien ne prouve que l'explication soit vraiment pertinente. Donc là, pour moi, c'est encore de la recherche, même si on a des techniques. Je ne suis pas très d'accord avec les techniques qui sont proposées. Et en tout cas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et moi, j'adore ce bouquin, la Privacy is Power. Et là, ça fait partie vraiment, on doit tous avoir peur de la fin de la vie privée. Hein, donc, je vous invite à lire ce livre ou d'autres. Il m'est tombé sous la main et j'ai adoré cette autrice-là qui est vraiment, dès les premières pages, on est bluffé. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Je suis ingénieur, je connais un peu le domaine et je ne savais pas quand je rentre dans un magasin, mon téléphone, rien que parce qu'il donne son adresse MAC au Wi-Fi local, je suis pisté. Alors que je n'ai donné aucune autorisation, mais il n'y a pas besoin. Voilà. Et tout comme ça. Donc, ça, c'était juste... Alors, on est tous enfermés dans des bulles, les chercheurs aussi. J'ai une petite démo là-dessus. Celle-là, elle va peut-être fonctionner. Peut-être le temps. Voilà, avec un peu de chance, si je lance, ça marche. Ouais, j'ai fait un simili système de recommandation. Ça représente les points rouges, représentent des gens, nous, sur Netflix par exemple. Et après, il y a des films qui arrivent. Et quand vous regardez un film, vous vous rapprochez du film, parce que vous dites, ah bon, le système vous rapproche du film en disant, si vous l'avez regardé, c'est que vous avez aimé. Donc peut-être que le point qui vous représente est un petit peu proche du film. Et ce qui est génial dans ces systèmes de recommandation, c'est qu'on présente les films, en l'occurrence, ce qu'on vous recommande, donc les films ici, et les gens dans le même espace. Alors, pour ceux qui ont fait des maths, hein, là, j'ai représenté à 2 dimensions. Je voudrais l'imaginer à beaucoup de dimensions, 300 dimensions. Mais bon, ça donne une idée. Et de proche en proche, non seulement vous êtes rapproché du film, mais vous en parlez à vos amis. Donc, on peut supposer qu'il y a une partie de vos amis qui vont se rapprocher du film aussi. Et donc, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est ça. Voilà, on est tous sur des îlots, bon, c'est un peu extrême, mais en plus, encore une fois, c'est à 2 dimensions, c'est juste à des fins d'illustration. Mais à la fin, on est tous sur un archipel, prisonnier de son île. C'est d'ailleurs voilà, moi j'ai commencé à utiliser un système musical là, et maintenant, ça y est, il m'a enfermé dans des goûts musicaux dans lesquels je me reconnais en partie, mais en partie seulement. C'est-à-dire que moi, je suis plusieurs personnes, je m'intéresse au classique, à un certain type de variété, mais pas à d'autres, etc. Ah, il a très bien compris, il m'a enfermé dans une boîte. Et pareil, Netflix. Hein. Netflix, j'ai beaucoup de mal à avoir. Voilà. Et voilà, ça c'est un gros danger.
on se cause plus. Alors, ouais, je m'aperçois que je suis très long là, il faut que je zappe un petit peu. Bon, ça, j'en parle pas, les robots tueurs, enfin, vous avez les mêmes opinions que moi, hein, ça va. Sauf qu'il y a des choses qu'on peut calculer. On peut calculer la responsabilité, par exemple. Voilà. Alors, les dangers futurs, je vais aller très rapide parce que j'y crois pas trop. Il y a des gens qui veulent vous mettre une dentelle dans la surface du cortex. Déjà qu'ils nous fassent marcher tétraplégiques, ça serait déjà merveilleux, on en est loin. Mais moi, j'espère, j'y crois, ça, c'est du sérieux. De là à ce qu'on vous donne une interface qui fait que vous pouvez commander votre cafetière rien que par la pensée, ouais, bon, on a le temps de réfléchir à ça. Voilà. Et puis, il y a notre ami Stephen Hawking qui nous promet la singularité technologique. Eh bien, c'est peut-être, c'est pas pour l'an prochain. Moi, je crois pas, enfin voilà, c'est impossible de dire si jamais elle arrivera un jour. Mais certainement pas avec les techniques actuelles. Et je vais y venir tout de suite. Les techniques actuelles, c'est les limites de l'IA. Je vais vous rappeler 2-3 choses sur les limites de l'IA. D'abord, c'est que ces systèmes ont une expertise extrêmement limitée. Alors, je vais vous dire un truc, moi, je ne suis pas un grand joueur de Go, je connais les règles, j'ai fait une dizaine de parties dans ma vie. Et moi, tel que vous me voyez, j'aurais pu gagner contre le programme qui a battu Lee Sedol, le champion du monde. Moi, j'aurais pu gagner. Comment j'aurais fait? C'est pas parce que voilà, j'aurais pas de communication avec des champions, non. J'aurais triché. J'aurais posé plusieurs pierres à la fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le programme n'y aurait vu que du feu. Il est tellement intelligent qu'il ne connaît même pas les règles du Go. Dans la règle du Go, on ne pose qu'une pierre, chacun à son tour. Mais c'est dit nulle part dans le programme. Lui, c'est un programme de type apprentissage par renforcement, il ramène tout à des états. Et il dit, ben voilà, donnez-moi l'état, je sais quoi faire. Puis après, nouvel état, en fait, on n'a bougé qu'une pierre, mais il prend ça comme un truc tout neuf. Ah, dans ces cas-là, il faut faire ça. Un peu comme Kasparov, je l'ai vu, il était venu à Télécom il y a 25 ans, je crois. Et on a filmé, là, il faisait une partie simultanée contre des élèves des grandes écoles, et il jouait en marchant. Donc il voyait l'échiquier, il dit, bon, c'est ça, c'est l'ouverture italienne numéro 3, etc. Donc il jouait comme ça. Ben, ces systèmes font pareil. Kasparov, quand il est pressé, il ne réfléchit pas, il reconnaît le truc, il joue. C'est stimulus-réponse. Évidemment, c'est un grand champion, donc quand il est accroché, il réfléchit. Mais il n'a pas besoin de réfléchir dans l'immense majorité des cas quand il ne joue pas contre des gens de son niveau. Pardon, et là, oui, bon voilà. Donc, pour vous dire à quel point l'expertise est étroite. Voilà, je vais sauter tout ça pour aller à l'essentiel. Voilà, ça c'est mon test de QI favori. Qu'est-ce qui vient après 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Bon, vous demandez à un enfant qui sait compter, voilà, 5 x 5. Voilà. Maintenant, vous demandez à un énorme réseau de neurones, GPT-3, tout ce que vous voulez. Alors, GPT-3, il faut se méfier parce que comme il a fouillé tout le web et que la réponse est sur le web, voilà. Mais bon, vous coupez le fil Ethernet, là, ou le Wi-Fi, et vous demandez à la machine. Et la machine, elle se dit, bon, ben, il y a surtout des 3, des 4, un peu de 3, je pense que ce qui va venir après, enfin, elle dit n'importe quoi. Elle dit quelque chose qui est une statistique. C'est pas intelligent, la machine ne comprend rien, là. Pourquoi nous, on est si bon? Et c'est pourtant un truc pas trivial. Parce que, enfin, pour nous, c'est trivial, mais on ne se rend pas compte que c'est n répété n fois, où n, dans le premier cas, est un ordinal, et dans l'autre cas, un cardinal. Comment notre cerveau, il arrive à faire ça aussi facilement? Parce qu'il repère des structures. Voilà. Alors, que fait un réseau de neurones comme ça? En gros, il apprend, alors il n'apprend pas par cœur, et je vais dire quelque chose, j'espère que je n'ai pas de collègues dans la salle, il apprend un peu par cœur quand même, mais comme il y a beaucoup plus de situations que ce qu'il peut rencontrer, on le force à interpoler par continuité. Donc, ce que font ces systèmes-là, ils font des fonctions continues. Continues, ça veut dire que si je fais varier un peu l'entrée, ben, la sortie ne veut pas trop varier. Et il interpole, c'est-à-dire que s'il connaît des cas vraiment qu'il a appris, les exemples qu'il a appris, si ça tombe entre les deux, ben, la sortie, il va la mettre entre les deux aussi. Voilà le secret, c'est tout. Et donc, si vous lui présentez des trajectoires de planètes, oh, il va être capable après de dire quels sont les points qui sont non. Il dit ça c'est sur la trajectoire, oui, ça c'est sur la trajectoire, non. Il n'a rien compris à la notion de trajectoire. Il a juste interpolé par continuité. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire la traduction automatique, on arrive à faire tout des. Mais ce qui est derrière, c'est ça. C'est tout. Je vais un peu démystifier.
Voilà. Il ne va jamais découvrir la deuxième loi de Kepler, ça c'est sûr. Donc en fait, là, cette technique numérique d'IA, l'IA numérique, c'est des stats. C'est des stats qui créent des... Je suis désolé, j'ai des passages en anglais. Là. Donc c'est les machines à deviner, c'est des machines géniales à deviner. Moi j'appelle ça la stratégie du cancre au fond de la salle. Ben, le cancre, de temps en temps, il tombe juste. Bravo Firmin, il y a un qui suit au moins. Alors voilà, en fait, c'est un wild guess. Voilà. Ils ne comprennent rien. Donc voilà, donc, ces systèmes-là, surtout, sont aveugles à la singularité de la situation. Donc, on essaie de trouver le truc qui ressemble dans ce qu'on a appris, et puis on le balance. Évidemment, si vous avez une enquête criminelle, vous n'allez pas confier ça à votre système de deep learning. Parce que précisément, dans une enquête criminelle, il faut sortir du cas normal. Si on vous retrouvez une jeune femme qui a été assassinée, ben, le cas normal, je suis désolé, c'est 38% des femmes ont été assassinées par leur conjoint mâle. Et il faut être conscient de ça. Et donc la machine, elle va dire, ben, c'est le copain qui a fait le coup. On dit, mais il avait un alibi. Et pour rentrer un alibi dans un système comme ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas lui dire, ou alors au mieux, vous lui rentrez en disant, tu devrais prendre ça, l'alibi. Alors il va dire, ok, je vais mettre un poids, je vais pénaliser quand il y a un alibi. Alors qu'un alibi, c'est un peu tout ou rien quand même, c'est pas 90%. Ok, ça je zappe, mais simplement pour vous dire, ah ouais, non, c'est pas le temps, c'est dommage, mais je suis trop bavard. Tout ça, je saute là. Ouais, sur les échecs. Les gens, alors sur les structures, pourquoi nous on est si bon à reconnaître des structures? C'est que Kasparov, il joue aux échecs, vous foncez dans l'échiquier, toutes les pièces tombent par terre. Kasparov et des gens du même calibre, hein. Eh bien, il n'y a pas besoin de trop s'excuser parce qu'il dit bon, allez, c'est pas grave. Et les deux joueurs vont remettre l'échiquier, vont remettre toutes les pièces en place. Vous montrez une partie interrompue à un grand maître pendant 6 secondes. 6 secondes. Moi, j'ai à peine le temps de voir des échecs, où est la reine, etc. Eux, 6 secondes, c'est suffisant pour tout remettre en place sans erreur. 6 secondes. Maintenant, vous faites la même expérience, mais au lieu de présenter une partie d'échec interrompue, vous présentez des positions aléatoires avec les mêmes pièces. Et là, vous les laissez observer 1 minute. 1 minute, c'est une éternité. Et là, ils font encore 30% d'erreur. C'est-à-dire qu'ils ne replacent que 2 tiers des pièces. Quelle est la différence entre les deux situations? Entre une partie interrompue et quelque chose d'aléatoire. La différence, c'est les structures. Nous, on voit les pièces. Kasparov, il voit des forks, des ouvertures à l'italienne. Je n'y connais rien, je ne suis pas joueur d'échecs. Il voit des structures que nous, on ne voit pas. D'accord? Mais dans la vie courante, nous, on voit des structures. Dans 1, 2, 2, 3, 3, 3, on voit des structures. Donc voilà, c'est une grande différence entre ces machines et nous. Voilà, je zappe tout ça, pas le temps. Et j'arrive, voilà, hop, j'arrive à l'intelligence hors de la boîte. Pourquoi? Parce que on pourrait dire que ces machines-là, c'est de l'intelligence en boîte. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Il a fallu les pré-entraîner sur des textes, sur des images, sur tout un tas de choses. Par exemple, il y en a un dont j'ai montré une image, c'est un diagnostic de mélanome. Alors, ils l'ont retiré parce que les hypochondriaques avaient tous un cancer tout de suite, alors ils l'ont retiré. Voilà. Mais c'est très impressionnant comme système. Moi, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois avant qu'il soit retiré. Je me dis, voilà, j'ai un truc grave là. Puis il m'a dit non, 99% de chances que ce soit rien du tout. Je n'étais pas déçu, hein, j'étais content, je n'ai pas eu de ma vie. Mais c'est de l'intelligence en boîte. C'est-à-dire que le jour où il y a une nouvelle maladie qui sort, alors ce ne serait pas pour les mélanomes, mais la Covid. La Covid, ça a été terrible pour tous ces systèmes-là. Parce que c'est un événement non stationnaire. Donc toutes les données, toutes les tendances, notamment les tendances, par exemple pour les marchés, là, tout ça s'est écroulé parce que les données étaient plus valables. Et donc je suis sûr que quand on sera revenu à la normale, ils vont enlever les données 2020-2025 parce que ça va perturber le système. Et donc on est de l'intelligence en boîte. On demande à l'intelligence en boîte de faire de comprendre ce qu'on... je m'aperçois que je me suis trompé dans mes diapos. J'avais mis mes diapos à jour, j'ai oublié de les rapatrier. OK. Voilà. Donc, on lui demande... L'exemple que j'avais... Attendez, j'enlève ça. L'exemple que j'avais, c'était... Va me chercher le petit livre
qui est sur la pile. Ça m'est arrivé avec ma petite fille là, récemment. On va me chercher le petit livre vert qui est à droite sur mon bureau. Vous pouvez tous arriver de demander ça à un gamin. Et la gamine est allée m'a ramené le livre. Elle est extraordinaire, mais bon. Elle a ramené ce livre alors que je me suis aperçu après à quel point ma consigne était ambiguë. Petit, qu'est-ce que ça veut dire petit? Un logicien va vous dire c'est facile, vous prenez l'ensemble des objets petits, l'ensemble des livres, l'ensemble des objets petits, vous prenez l'intersection, vous avez les petits livres. Ouais, non, ça ne marche pas, parce que vous pouvez avoir une petite bactérie, une petite galaxie. Donc les objets petits, voilà, le nuage de Magellan est une petite galaxie. Donc c'est pas ça. Nous, on dit petit, ben, c'est un mécanisme. Petit, on prend en gros le représentant de la classe, on fait un shrink, quoi, on fait un truc, on a une idée de ce que veut dire une petite galaxie. Mais un système comme GPT-3 ou autre, ils sont obligés de tout apprendre indépendamment. Qu'est-ce qu'un petit livre? Il faut l'apprendre. Qu'est-ce qu'une petite galaxie? Il faut l'apprendre indépendamment. Hein. Qu'est-ce qu'une petite bactérie? Il faut l'apprendre. C'est pas comme nous, hein. Voilà. Donc, une des choses que je défends avec mes étudiants et des collègues, on défend l'idée que ce qui manque à cette IA, c'est des mécanismes qui opèrent à la volée. Je m'aperçois que je n'ai même pas ma conclusion. Je crois que la fin de mon histoire, elle n'est pas sur ma machine. Alors, je vais la faire avec les mains. Je n'ai pas mis à jour mes diapos. Tout le travail d'aujourd'hui est perdu. Donc, en fait, l'exemple que je vous donnais ici sur les structures, parmi les mécanismes que nous, on utilise, il y a, par exemple, le traitement des analogies. Il y en a peut-être qui ont fait du latin, parce qu'ils sont jeunes depuis longtemps. Vous savez, rosa, rosam, après on vous montre vita, et même le cancre au fond, on va dire, ouais, vitam. Bon, ok. C'est pas statistique, ça. C'est qu'il a compris le pattern. Vita, vitam. Comment on fait? Eh bien, alors c'est écrit avec des gros mots au-dessus, mais en fait, on utilise un principe de simplicité. Donc, Denis t'a parlé de la théorie de la simplicité tout à l'heure. Eh bien, c'est ça, c'est qu'on va prendre le résultat qui est le plus simple possible. Comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 3. On va compléter par ce qui rend la suite la plus concise à décrire possible. Donc, n répété n fois, c'est très concis. Ici, on va dire, c'est le résultat. Et donc, l'argument, c'est-à-dire qu'un enfant qui apprend sa langue, il n'apprend pas statistiquement. Il apprend sa langue, et il suffit donc 2 exemples, il a compris déjà tout un pattern. Après, il n'a plus qu'à apprendre les exceptions. Bon, pour le français, bonne chance, mais voilà. Et donc, rosa, rosam, vita, vitam. Il a compris déjà tout un tas de déclinaisons. Par exemple, si je vous dis que orang, en indonésien, et j'ai oublié ce que ça veut dire, le pluriel, c'est orang, orang, et après, je vous dis burung, et le pluriel, vous devinez que ça sera burung, burung. Alors, on m'a expliqué qu'en indonésien, là, quand ils sous-titrent des films, ils mettent burung puissance 2, quoi. Ils mettent burung au carré pour gagner du temps. C'est la marque de pluriel moderne, c'est le petit 2 au carré. Voilà. Mais vous voyez la puissance du calcul sur les structures, derrière un principe de simplicité. Alors, je ne sais pas ce qui est derrière, là, c'est une catastrophe, ce n'est pas du tout les diapos que je voulais. Donc, je vais vous les faire avec la main. Il me reste combien de temps, Denis? 5 minutes? Ah, je devrais m'arrêter. Ok, moins 4 minutes. Ok, donc je m'achemine. Donc l'idée qu'on a découvert à l'école des télécoms un principe, qui est ce principe de simplicité qui s'applique à énormément de choses. Par exemple, à des... ça s'applique déjà au 1, 2, 2, 3, 3, 3, mais ça s'applique aux analogies. Ça s'applique aussi, par exemple, aux news. Qu'est-ce qui est pertinent de regarder? Et ces systèmes qui ont l'intelligence en boîte, ils ne savent pas traiter les événements très très mal. Ils savent traiter les événements que quand c'est des événements extrêmes. Donc, si le dollar perd la moitié de sa valeur, je pense que des systèmes comme ça sont capables de vous le dire. Ils détectent ce type d'anomalie. En revanche, mon exemple favori, si 1, 2, 3, 4, 5, 6 sort au loto, vous n'avez pas joué, mais vous allez chercher quelqu'un à qui le dire. Alors d'ailleurs, comme mes étudiants savent que je m'y intéresse, eh bien, le 2 décembre dernier, c'est-à-dire 2020, 2 décembre 2020, la loterie sud-africaine a sorti 5, 6, 7, 8, 9 numéros complémentaires, le 10. J'ai reçu une bordée d'emails
tous mes anciens étudiants et mes collègues qui disent « Ah, t'as vu le truc ?» Alors du coup, j'avais une jolie diapo là-dessus, désolé. Et on sait déjà plein de choses là-dessus. Donc pourquoi? Pourquoi? Parce que 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est anormalement simple. Et donc l'esprit humain, alors ces systèmes en boîte font attention à tout ce qui est constant, tout ce qui est standard, tout ce qui est commun. Alors j'avais pris l'exemple du chat siamois. Le système de 2012, là, il était capable de reconnaître des chats siamois. Et ça, c'est une expérience perso. Quand j'étais gamin, j'ai vu un chat siamois pour la première fois. Et je me souviens qu'on m'a dit c'est un chat siamois. Un chat rigolo, il était tout beige avec des extrémités toutes noires. Et j'ai appris pour la vie. J'ai regardé comment ce système-là fonctionnait, celui de 2012, là, le réseau de neurones. Eh bien, dans son jeu de données, il a 1000 images de chats siamois. C'est pas en un coup, hein. Alors, quelle est la différence? Eh bien, parce que moi, je regarde la description minimale de mon chat. Je viens de vous la dire, il a que les extrémités noires. Voilà. Il n'a pas l'oreille droite noire, ça c'est plus compliqué. Si ma description était compliquée, je n'aurais même pas fait attention. Ce qui retient l'attention du cerveau humain, c'est ce qui est anormalement simple. Donc c'est simple pour une raison simple. C'est anormal pour une raison simple. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, il tombe là-dessus. Un autre exemple, c'est vous allez au Guatemala. J'ai raconté ça, ça a été enregistré d'ailleurs, à un vidéaste connu. Et je lui ai pris cet exemple. Il me dit, c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que ça m'est arrivé. Il allait au Guatemala, il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait. Donc si vous allez au Guatemala et que vous tombez sur votre collègue, je pense que vous allez dire, mais tu m'as suivi, c'est pas possible. Non, non, après, vous allez penser peut-être que vous êtes dans Truman Show, hein, tout le monde est organisé autour de vous. Mais c'est quand même une sacrée chose. Alors pourquoi? Parce que vous attendez à rencontrer quelqu'un de complexe, c'est-à-dire dont la description serait longue pour donner une description non ambiguë de cette personne, c'est-à-dire de pouvoir la discriminer de toutes les autres personnes. Donc vous allez au Guatemala, vous rencontrez... Alors j'ai dit, ouais, le vrai exemple, c'était avec la Patagonie, peu importe. Et donc vous rencontrez, mais si vous rencontrez votre collègue, vous tombez sur quelqu'un qui est simple à décrire pour vous. Moi, chez mon collègue, il a 2 bureaux plus loin. C'est encore meilleur s'il a un bureau plus loin. C'est encore meilleur si c'est le collègue de votre bureau. Voilà, vous voyez à peu près la métrique qu'on peut avoir. Mais ça marche aussi. Qui est simple pour vous? Eh bien, il y a vos collègues, vos amis, votre famille, mais aussi des célébrités. Donc l'autre jour, il y a Sandrine Kimberlin qui est venue tourner un film dans Telcom. Eh bien, nous, on avait les yeux, pas tellement parce que, voilà, parce qu'elle est connue, parce qu'elle est simple. Voilà. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas par hasard que ce principe de simplicité se retrouve partout, parce que notre cerveau est designé pour y faire attention. Et ça manque terriblement, ce genre de mécanisme. J'ai cité ce mécanisme, j'ai une panoplie de 5-6 mécanismes sur lesquels j'ai un peu travaillé. L'avenir de la recherche en IA, pour moi, c'est en partie de faire intervenir ces mécanismes-là, inspirés des sciences cognitives. Voilà. Donc voilà un petit peu l'essentiel de mon message aujourd'hui. Hein. Le résumé filmé, c'était Stephen Hawking qui annonce la fin de l'humanité. Je dis que rassurez-vous. Deuxième chose, je vais montrer quelques techniques d'IA. Troisième chose, je vais montrer des limites. Et la dernière chose, c'est que je vous ai dit, mais cette IA-là, c'est une IA en boîte. Et on peut imaginer qu'on fait intervenir des mécanismes qui opèrent à la volée, d'accord, pas en boîte, pas à l'avance, à la volée. Et c'est sur quoi on travaille à Télécom. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, nous avons quelques minutes pour en savoir plus, pour certains comprendre un peu mieux. Donc, phase habituelle, qui pose la première question, sachant que vous pouvez appuyer sur le petit bouton qui est à droite et vous exprimer donc avec le micro que vous avez devant vous. Oui, donc bonsoir. Moi, ma question, c'est une question, c'est un truc que j'arrive même pas à imaginer, c'est que derrière vos intelligences artificielles, là, il y a bien des hommes qui conçoivent les programmes. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, à m'imaginer, c'est parce que pour moi, un programme, c'est bien de l'informatique. Donc c'est du binaire, c'est 1, 0, machin truc, quoi. Et ça, moi, c'est un truc. Alors, à partir de ça, qu'on arrive à créer tout ce qu'on a là, parce que là, on est tous d'un certain âge quand même, à part quelques-uns qui sont beaucoup plus jeunes, mais je dirais que bon, il y a 50 ans,
hein, où il y a 40, même quand on avait 20 ans, on était loin d'imaginer ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Je veux dire, les smartphones et compagnie, enfin, je veux dire, on a tout là-dessus, quoi. Vous avez raison de dire qu'à l'époque, quand on voulait faire une tâche par un programme fut-il intelligent, il fallait programmer la tâche elle-même. Voilà. On voulait jouer aux échecs, il fallait rentrer des connaissances sur les échecs dans la machine, etc. Ce qui est nouveau ici, c'est que ce qui est nouveau ici, c'est que le programme, c'est toujours le même, en gros, le même principe. Bon, les concurrents ont des programmes différents, mais le principe du programme est toujours le même. C'est un programme qui va, comme je vous l'ai dit, ingurgiter des données et essayer de boucher les trous par continuité. C'est la seule stratégie. C'est toujours la même stratégie. Qui font ces programmes-là? Ah ben là, j'ai cité des noms. Oui, mais donc il n'y en a pas 40 000 sur Terre non plus, quoi. Oh, si, n'importe. Alors maintenant, il y a une paresse qui est qu'on utilise parce que ça coûte de plus en plus cher, on ne peut pas rivaliser avec ça. Donc on utilise des réseaux pré-entraînés. Il y en a qui les offrent publiquement. BERT, par exemple, de Google. On peut le télécharger sur sa machine pré-entraîné. Et on va l'entraîner encore un peu. Et ça coûte pas cher. Voilà. Donc c'est comme ça que ce genre d'IA est devenu à la portée d'un peu tout le monde. Mais là, la barre est tellement haute pour créer des systèmes à partir de rien, alors là, il n'y a plus que les plus gros qui arrivent. C'est pour ça que l'État français, vous voyez, mais voilà. Mais le principe des programmes, ce qui coûte très cher, c'est la masse. On dit, au lieu d'avoir 60 millions de poids, avec quelques milliers de neurones, je vais faire fois 10 000. C'est le même programme, simplement. Voilà, on a fait la même chose. C'est un progrès quantitatif. Merci. Voilà. Bonsoir. Encore une question sur l'entraînement. On a dit que ces réseaux de neurones, on les entraîne. Qui c'est qui les entraîne? C'est des êtres humains quand vous montrez une photo, c'est un chat samoa. Qui c'est qui dit quel type de chat c'est? Très bien. Alors là, ils ont utilisé des données préexistantes. Eh bien, les humains, alors je ne me souviens plus, c'est Flickr, non, ça s'appelait, ils uploadaient leurs photos avec une légende. C'est ça qu'ils ont utilisé, le premier jeu de données. Ensuite, donc, beaucoup de ces systèmes sont, comme on dit, supervisés. Donc, vous avez raison, il faut l'objet et la description. Dans certains cas, notamment les textes, on n'a pas besoin de supervision. Le système apprend à classer comme si je vous donne plein d'objets que vous ne connaissez pas. Des protéines, des choses comme ça. Et même un enfant va les classer par couleur, par ressemblance. Nous, on sait le faire, la machine sait le faire aussi. Donc, dans ces cas-là, on a besoin des données, toujours. Dans certains cas, elles ont besoin d'être étiquetées, décrites. Et donc, la différence entre les opérateurs, c'est ceux qui ont les données et ceux qui ne les ont pas. Et parfois, quand on vous demande de reconnaître on vous demande de reconnaître un school bus ou quelque part un panneau, voilà. Une fois sur deux, c'est pour vérifier que vous êtes un humain, mais l'autre moitié de votre travail, c'est pour récupérer ce que vous dites, parce que vous voulez être de bonne foi, parce que vous voulez rentrer dans votre banque ou je ne sais pas quoi, et sans le savoir, vous donnez des informations vous reconnaissez, vous étiquetez, vous donnez le corrigé à la machine. Ça fonctionne. Je voulais vous poser une question. Non, la poser. J'ai travaillé aussi un petit peu en IA il y a longtemps. La masse qu'exposait tout à l'heure la personne, la masse d'informations, les couches successives d'informations qui sont prédéterminées aujourd'hui, parce que là, quand on prend le chat, le siamois, on vient de dire chat siamois. Mais si c'était un char d'assaut, on a automatiquement intégré un biais. On n'a pas parcouru l'ensemble des informations. On a déjà, dès le démarrage, créé un biais de direction et on a dit on est dans un animal, on voit un animal. Et là, on cherche du côté des chats, des chiens. Alors que ça aurait pu être tout à fait autre chose. Et donc, quand Stephen Hawking disait, imaginez-vous, parce que quand j'ai commencé à travailler, c'était des 286. Ça vous dit rien, mais lui, il a compris ce que ça voulait dire. Et que parcourir avec un moteur d'inférence, de parcours de paradigme, c'était d'une lenteur. Je prenais un sandwich le matin, je revenais le lendemain matin et j'avais peut-être une chance d'avoir 2 infos. Aujourd'hui, la puissance de calcul et les cœurs des processeurs ont bien amélioré les choses. Mais c'est là la limitation. Si vous imaginez le nombre de fois où la machine va devoir faire des itérations, on s'aperçoit qu'il va falloir des vies entières. Et donc, quelque part, pour l'instant, la limitation, elle est là. Puissance, consommation et taille de la mémoire. Parce que
la mémoire, elle est limitée. Et quand il va falloir envoyer des milliards d'informations dans une mémoire, ça veut dire qu'il va falloir des milliards de neurones ou des milliards de cristaux à l'intérieur pour pouvoir emmagasiner les informations, surtout quand on veut parcourir tout le web. Alors, toutes les prédictions selon lesquelles on allait saturer n'ont pas tenu compte du fait que le robinet à dollars était... On a l'impression qu'il est infini pour ces techniques-là. Personne n'aurait deviné avant GPT-3 qu'on oserait entraîner un système pendant un mois et demi sur des réseaux de processeurs enfin, qui ont fait chauffer, encore une fois, ça personne n'imagine. Vous avez raison sur les données, c'est des systèmes extrêmement conservateurs. Ils ne voient que ce qu'ils ont appris à voir. Voilà. L'exemple que je donne parfois, c'est un système qui saurait reconnaître des radiographies. Il y avait ceux qui connaissent les Simpsons. Là, il y a un épisode où Homer a un crayon dans le cerveau parce qu'il fallait qu'on lui retire, qu'il devienne intelligent le temps de l'épisode. Et alors, moi je me dis, mais un système de radiologie, il aurait été aveugle au crayon dans le cerveau d'Homer, un peu comme vous êtes aveugle au point aveugle. Vous ne savez pas que vous avez un point aveugle dans la rétine. Ces systèmes-là sont pareils, ils ne voient que ce qu'ils ont été entraînés à voir. D'où le fameux biais, là, c'est exactement ça. Alors qu'un être humain, il voit des anomalies sans avoir anticipé ce que c'est. Mais vous avez raison, moi je ne sais pas dire quelle va être la limite, parce que chaque fois qu'on dit de toute façon ça va s'arrêter, non, il y a des dollars en plus, donc des processeurs en plus, donc de l'électricité en plus. Donc, actuellement, c'est un progrès quantitatif uniquement par... Voilà, ça devient de l'industrie, mais extrêmement lourde. Hein, s'il n'y a que les gros, à la fin, bientôt, il y aura 2 pays, 3 pays au monde qui seront capables d'écraser le... J'en profite pour vous poser une question, éventuellement. Le mot, je pense qu'il y a une erreur de phrase et de mots quand on parle d'intelligence artificielle. Pour moi, ce n'est pas de l'intelligence, c'est une mécanique, c'est une façon de raisonner, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Et c'est ça peut-être qui est le danger vis-à-vis du public qui ne comprend pas et qui interprète ce mot à son sens premier de l'intelligence humaine. Et c'est ça qui fait peur à certains. Alors moi, Quel est votre avis? Voilà, je suis un peu d'accord avec vous, ça dépend. Soit, je suis d'accord avec vous, donc soit le mot intelligence va tomber en désuétude pour ça, soit le sens du mot intelligence accolé à artificiel va désigner autre chose, au point que peut-être à la fin, ça va devenir une insulte. Les gamins à l'école vont dire ouais, espèce d'IA, quoi. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre. Dans les deux cas, je suis d'accord avec vous. C'est que c'est une forme d'intelligence. Alors, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il ne faut pas bouder son plaisir. On est tous contents d'avoir les traducteurs. Mais c'est incroyable. Donc en fait, voilà, j'ai passé un peu de temps pour dire que c'est quand même sidérant. D'un autre côté, vous avez raison. Attendez, on prend un peu de recul. On dit bon, bah, tout ça, c'est quand même une intelligence en boîte. Ils ne sont pas capables de passer le moindre test de QI, etc. À moins de les avoir tous appris par cœur. Donc, un gamin qui aurait appris tous les tests de QI par cœur, mais qui répond est-ce que vous lui donnerez un QI de 200? Non. C'est un peu cette situation-là. Oui, madame. Oui. Donc, AI ou IA impacte également beaucoup d'industries. Je dirais que cela impacte également la concurrence, la compétition et l'économie et également la sécurité. On est encore organisé dans les États-nations et je voulais savoir, vous, en tant que chercheur, vous avez quelque part été confronté avec ce dilemme où, d'un côté, vous voulez être avec des chercheurs qui viennent de partout, mais géographiquement, mais comment vous gérez la notion d'éthique par rapport à certaines choses sur le plan sécurité ou cybersecurity pour certaines nations? Ok, alors je ne sais pas si je vais savoir répondre. Le mot éthique, je ne le mettrai pas là. Enfin, je pense que vous posez plus le problème du patriotisme économique. Enfin, est-ce que, par exemple, la question a été posée avec Huawei, qui est très présent dans les télécoms. Je suis dans une école des télécoms et j'ai pas mal de collègues qui sont partis chez Huawei. Et on sait que Huawei peut poser des problèmes de sécurité. Voilà. Et donc, on se dit, oui, attendez, moi j'ai regardé les chiffres récemment, là, je suis tombé dessus. Il y a eu des brevets posés pour la 5e et maintenant la 6e génération. La Chine a déposé 43% des brevets mondiaux. Les États-Unis, 37%. L'Europe, quelques pourcents. Donc, il viendra un jour où on ne pourra plus faire sans.
Alors, je ne sais pas si je suis dans le cœur de ce que vous disiez, mais voilà. Pour l'IA, enfin, nous, on a zéro pression, hein, on nous laisse faire ce qu'on veut pour l'instant. En tant qu'enseignant-chercheur, voilà, je n'ai jamais vu qu'on nous... Alors, mais on se pose nous-mêmes des questions. On a des étudiants chinois, on leur enseigne la même chose qu'aux autres, etc. C'est la règle dans le domaine de la recherche. Est-ce qu'un jour, il y aura des enjeux? Est-ce qu'on va mettre des frontières virtuelles pour la connaissance? Pour l'instant, ça n'existe pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre au-delà de ça. Pardon. Est-ce qu'on peut vraiment parler de connaissance, puisque en fait, c'est le maniement d'une connaissance qu'on a là. Et la connaissance, on l'injecte dans la machine par les expériences et les captations qu'on fait auparavant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect moral avant. Et la machine, elle sera indemne de toute morale, mais la personne qui aura déterminé les paramètres à introduire dans la machine ne sera pas indemne de morale. Ce que vous dites là, ça c'est plus relatif à une machine qui prend des décisions. Ça peut être décider de vous accorder un prêt bancaire ou ça peut être la décision de conduire votre voiture et de faire l'arbitrage entre sécurité et rapidité, par exemple. Dans tout domaine. Hein, et là, vous avez complètement raison que la machine est capable de faire des calculs, on va simplifier, hein, faire des calculs, par exemple, entre les causes et les effets, de prendre, voilà, faire des calculs statistiques sur les autres. Mais à la fin, il faut arbitrer, par exemple, pour le risque. La machine, elle ne peut pas inventer vos désirs en tant que soit concepteur, soit utilisateur. Donc, si vous montez dans une véhicule autonome, qui est-ce qui va arbitrer entre vitesse, pour aller à l'aéroport rapidement, et sécurité? Si c'est vous, c'est votre voiture, en cas d'accident, vous êtes responsable. Si c'est le concepteur, vous êtes dans un taxi, c'est pas vous qui êtes responsable en cas d'accident. Moi, ce n'est pas cet arbitrage-là dont je parle. Moi, je parle de l'arbitrage avant, pour l'alimentation de la machine, pour l'alimentation de cette intelligence. Ça, c'est un arbitrage qui est moral, qui est politique, et qu'on ne peut pas, nous, avec les moyens que nous avons, déterminer, et on ne peut pas même le discerner, mais ça permet toutes les manipulations. Oui, vous avez raison. Alors, allez. Donc, je comprends votre enthousiasme. Je n'ai pas envie d'être complètement Je comprends pessimiste. votre enthousiasme, mais je suis assez effrayé. Ouais. Parce que mais il y a de quoi, notamment nous décrire, parce qu'on pourrait nous faire, on pourrait nous faire marcher vers le pire en toute bonne conscience, puisqu'en fait, on a des paramètres qui sont tout à fait corrects. Et le pire, j'ai envie de dire, le pire est possible dès maintenant. Oui, je n'ai pas essayé d'être trop enthousiaste sur tout. Hein. Moi, je suis fasciné intellectuellement par ces questions. Mais la perte de la vie privée actuellement, elle est là. Et de la morale. Et donc, pour ce qui est du contrôle de ces systèmes, alors bon, pour le jeu de la contradiction, une petite goutte d'espoir, c'est que ces systèmes-là sont énormes parce qu'on les trouve très sophistiqués, très intelligents actuellement, mais il se pourrait très bien que dans 5 ans, on se dise oh, mais qu'est-ce qu'on était bête, on aurait pu faire une économie de faire la même chose avec 1 million de fois moins de paramètres. Donc en fait, ce gigantisme n'est pas une malédiction, il ne faut pas le croire. C'est l'état de la recherche actuelle. Oui, on ne peut pas savoir quel est le système, en fait, nous. Alors, si, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça reste des systèmes à interpoler les données. C'est-à-dire, c'est une énorme machinerie statistique. Il n'y a pas de mystère derrière. Tous les gens qui vous diraient on ne sait pas comment ça marche dans la machine, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La machine, c'est de l'interpolation statistique. Donc, à la base, vous demandez à des statisticiens, ils ont toujours fait ça. Donc, il n'y a pas de mystère là-dedans. Il n'y a pas de mystère. Mais vous avez raison que le choix des données, et parfois les pondérations, ça, c'est pas vous qui les contrôlez. C'est pas moi. Oui, c'est ça le mystère, en fait. Voilà, tout à fait. Vous avez raison de souligner ça. Eh bien, merci. Je vous propose d'en rester à cette dernière question fort importante et je te remercie. Vraiment. Merci, Denis. Merci à tout le monde. Marie-Emmanuelle va maintenant, avec les lauréates choisis par le jury, nous présenter ces lauréates. Bonsoir à tous. Nous allons donc procéder à la remise des bourses.
Alors, ensuite, nous ferons une rapide photo de famille. Moi, ce soir, je représente la présidente du club de Montereau et je vais demander à Omar Saab de me rejoindre puisqu'il représente le président du club de Nemours. C'est grâce aux équipes éducatives que les jeunes personnes qui méritent soutien et encouragement sont présentées pour la bourse. Je propose donc aux représentants des lycées et des lauréats de venir nous rejoindre sur la scène. Tout d'abord, pour le lycée André Malraux de Montereau, et pour la première fois parmi nous, Madame Peyri Guichard, proviseure adjointe. Pour le lycée Étienne Bezou de Nemours, Monsieur Chérier, proviseur, qui est un habitué, accompagné de la très engagée et très aimée des élèves, Madame Michel, conseiller principal d'éducation, qui, bien qu'aujourd'hui en retraite, nous fait le plaisir de sa participation. Accueillons maintenant nos lauréats qui, pour la 3e année consécutive, sont des lauréates. Je vais vous dire, elles ont tout au moins 2 caractéristiques en commun. Leur engagement dans les études est énorme, car elles sont pleinement conscientes qu'il s'agit d'un investissement capital pour leur futur. Elles font également preuve de courage et de résilience, et par leurs qualités humaines, ouvrent parfois la porte à des soutiens merveilleux. Et à ce titre, je salue Madame Chapelain pour sa générosité hors norme. J'invite nos lauréates à nous rejoindre. Venant du lycée Étienne Bezou de Nemours, Paul Céleste Loumouamou, s'il te plaît, Paul Céleste, et du lycée André Malraux, Louvia Torres Flores. Alors, je vais vous donner quelques informations les concernant toutes les deux. Louvia a la chance de venir d'une famille où l'on pense que de faire des études, c'est important. Elle est arrivée de Colombie en 3e, en ne parlant pas le français, et voici ce qu'en disent ses enseignants en année de terminale. Son travail est impressionnant. Elle présente des qualités remarquables, tant sur le plan analytique que sur le plan synthétique. Elle est soucieuse de développer ses capacités intellectuelles, sans jamais écraser ses camarades, et entretient avec eux des rapports de générosité. Louvia a pour projet de travailler dans les neurosciences et ses applications dans le domaine de la santé mentale. Son parcours commence cette année en licence de sciences de la vie, qui sera suivi d'un master en neurosciences. Quant à Paul Céleste, qui a passé tout son été à travailler dans une maison de retraite à Tours, si elle est arrivée du Congo francophone avec une maîtrise des conjugaisons que peu de jeunes Français d'aujourd'hui possèdent, elle a toutefois compris, et je te cite, Paul Céleste, que tes projets et ceux de tes parents te concernant ne s'accordaient pas. Il a donc fallu à Paul Céleste une force d'âme peu commune pour prendre le risque de se lancer seul dans la voie des études supérieures. Ayant été témoin de situations extrêmement difficiles dans son pays natal, elle s'est forgée une véritable conviction concernant la justice, l'accès à l'éducation, à la place des femmes dans la société, à la démocratie et à la diversité. Sans surprise, elle a entamé des études de droit, espérant devenir avocate ou juriste d'entreprise, mais également pour pouvoir s'investir dans le milieu associatif. Je crois que toutes les deux méritent vos applaudissements. Bonsoir. Donc, mesdemoiselles, déjà félicitations pour vos parcours. Alors, c'est vrai que Louvia, au lycée André Malraux, tu as eu ton bac donc l'année dernière et vraiment tu as été entourée, encadrée par une équipe pédagogique tout à fait exceptionnelle et tu as su leur montrer aussi toutes les compétences que tu as pu développer et également donner à tes camarades. Donc félicitations pour tout et nous te souhaitons vraiment une bonne continuation dans tes études et que tous tes vœux se réalisent. Bravo. Je souhaite évidemment féliciter également Paul Céleste pour ses performances, pour sa ténacité, sa résilience, sa pugnacité. C'est une personne qui aujourd'hui nous montre une fois de plus sa volonté, sa détermination, ses valeurs. Et je crois qu'elle est vraiment pour nous un bel exemple de notre jeunesse. On aimerait souvent que davantage de gens lui ressemblent. Bravo, mademoiselle. Bravo. Et je propose au président des clubs concernés, à Claude, de nous rejoindre pour la petite photo de famille. Voilà, il faut ici, allez, hop là. Nous allons retourner dans la salle en remerciant tout le monde en vous disant à l'année prochaine. Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux et je ne vais pas recommencer tous les remerciements, mais merci l'INSEAD de nous accueillir et merci Denis, merci à vous tous d'avoir organisé ça.
C'est formidable. 6 clubs qui s'unissent pour faire cette action. Bravo, mesdemoiselles, vous le méritez bien évidemment. Le Rotary, c'est vraiment c'est dans notre ADN de vouloir aider la jeunesse, évidemment. C'est important, il y a beaucoup d'actions. Le Rotary développe des programmes pour aider la jeunesse. Ça commence à l'Interact, les 13-18 ans qui peuvent faire partie de clubs. C'est le Rotaract, duquel vous pourriez faire partie d'ailleurs, réfléchissez-y, pas trop longtemps. C'est important, c'est un club dans lequel les jeunes peuvent aider les autres, puisque notre but à nous, au Rotary, c'est, vous le savez tous, servir. On veut aider les autres, on sert les autres. Eh bien, vous allez pouvoir nous aider à servir les autres grâce au Rotaract, je l'espère. Mais il y a bien d'autres actions. Il y a les échanges de jeunes. On envoie 500 jeunes par an, 500 jeunes français par an à l'étranger, et on reçoit évidemment 500 jeunes. Quand ils partent là-bas, ils sont dans 3 familles différentes. Ils reviennent avec une ouverture d'esprit que vous imaginez, et ils reviennent bilingues, évidemment, aussi. Il y a les séminaires à la sortie, à la charnière des études et de l'entreprise, qu'on appelle chez nous les RILA. On a tout un langage un peu compliqué. Et là, on va vous apprendre qui vous êtes, et puis on va vous faire passer des entretiens d'embauche fictifs, et on va vous faire modifier votre CV pour que vous ayez toutes les chances d'arriver le mieux possible dans la carrière professionnelle. Et puis, il y a des échanges de jeunes adultes. On envoie des jeunes adultes 3 mois, 6 mois pour aller peut-être faire une action humanitaire quelque part, ou alors pour aller étudier ce que font les autres à l'étranger dans votre profession. Et puis, vous reviendrez en sachant un peu plus. Et puis, les bourses. Voilà, donc vous êtes le cas même de la bourse. Et Denis nous parlait de la fondation. C'est aussi grâce à la fondation que vous avez cette bourse. Qu'est-ce que c'est que la fondation? Chaque club donne de l'argent, d'ailleurs c'est chaque rotarien en l'occurrence, donne de l'argent chaque année à la fondation. Et la fondation, alors je ne vais pas vous expliquer le mécanisme, c'est un petit peu compliqué, la fondation redistribue au travers des districts et au travers d'elle-même, c'est-à-dire que, je vous cite un exemple, le club de Fontainebleau décide d'aller mettre des systèmes de purification d'eau à Madagascar. On va trouver un club à Madagascar qui va être notre club contact sur place. Le club de Fontainebleau va venir voir le district en disant on veut faire un truc là, mais ça va coûter 100 000. Mais nous, on peut mettre que 20 000. Alors, le district, il va mettre 20 000, et puis on va trouver un autre partenaire qui va peut-être mettre, lui, encore 10 000, et le Rotary International, lui, il va mettre le reste. Et on va faire une très belle action qui a commencé seulement avec 10 ou 20 000 et qui va se trouver arriver à 100 000 grâce à cette universalité des dons à la Fondation Rotary. La Fondation Rotary, elle est notée par Charity Chart, qui était une association mondiale qui note les ONG. Et ça fait 13 ans que nous avons les 4 étoiles qui sont la meilleure notation. Donc, ce qu'on fait, c'est bien et c'est surtout honnête et avec beaucoup d'attention. Voilà. À part ça, si vous pensez que vous pourriez nous aider, alors il ne faut pas hésiter. www.rotary.org, ou alors, vous avez vu, on a tous un petit truc là. Regardez, mon ami Brunet, il a aussi la petite roulette. Et en sortant, vous lui demandez ce que c'est vraiment que le Rotary et comment vous pourriez l'aider. Il y a une bourse là. En l'occurrence, c'est la banque alimentaire. Ce week-end, donc on va aller chercher des biens derrière les supermarchés pour que les gens puissent se nourrir cet hiver. Et puis, bien d'autres choses. Vous pouvez aller au cinéma, voir Espoir en tête, voir le film en avant-première de 3 mois qui s'appelle Simone, sur Simone Veil. Et en payant votre place 15 €, vous allez nous aider à lever 1 million d'euros avec lequel on va acheter des machines, des matériels pour la recherche contre les maladies du cerveau. Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Voilà. Mais je ne vais pas en faire plus longtemps, sinon je peux vous en faire 2 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vive le Rotary! Alors merci d'abord à Jean-Louis de Sales pour sa conférence. Merci infiniment d'être venu, d'avoir bravé les bouchons depuis le plateau de Saclay. Merci à l'INSEAD, Jacobel et son équipe, surtout Myriam Diakhaté, sans laquelle on n'aurait pu rien faire. Elle m'a sauvé tout à l'heure la vie. Merci Myriam. Merci aux enseignants, merci aux lauréats, à leurs parents. Merci au président des 6 Rotary Club.
Merci à la Fondation Rotary, merci aux sponsors que j'ai cités tout à l'heure, et puis merci à Claude Guerrier, Marie-Emmanuelle Lavenant, Jean Nanty, où est Jean Nanty, si tu veux bien, voilà, Jean Nanty à Montereau, Arnaud Ekin qui vous a accueilli tout à l'heure, Claude Junillon, Claude, je te cherche, où es-tu Claude? C'est Provins. Également Philippe Roux, mais il est absent, Clotilde Chalut-Natal, Kermise, enfin tous ceux que j'oublie, pardonnez-moi, les membres bénévoles qui ont œuvré pour cette soirée. Et nous terminons comme c'était décidé avant 22 heures. Merci encore à tous pour avoir tenu le timing. Et à l'année prochaine pour la 9e édition.